Bienvenue et peut-être déjà nos voeux le meilleur pour l'année nouvelle. Dans le cadre de ce magazine Le Point, nous entamons aujourd'hui la série des numéros rétrospectifs. Voilà, donc on fera en même temps la rétrospective des 2020 et nous allons faire une prospective sur 2021. Étant un magazine d'analyse et de commentaires sur l'actualité politique, évidemment, on va revenir sur ce qu'a été les faits saillants dans la vie politique congolaise durant l'année 2020 et nous projeter. Donc, à chaque fois, au lieu de revenir sur l'ensemble des faits, mais à chaque fois, on va examiner un fait et puis projeter éventuellement ses conséquences pour l'année nouvelle. Je reçois donc pour vous aujourd'hui Jules Bakatuchipa, qui est coordonnateur de CARP. CARP, qui est une plateforme des associations et regroupements dédiés à la paix. Il va nous donner un peu plus d'explications là-dessus. Donc c'est avec lui que nous allons essayer d'analyser ce qu'a été politiquement l'année 2020 et ce que pourra être 2021. Jules Bakatuchipa, merci d'être là. Alors, un mot sur CARP quand même. Et merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour l'invitation. CARP, au fait, comme vous l'avez dit, c'est un collectif des associations et regroupements pour la paix. Alors, nous sommes de la société civile. Ce n'est pas un parti politique ou un regroupement politique, non. Nous sommes vraiment de la société civile. Alors, partout où on parle de la paix, vous nous trouvez. Et au-delà de ça, nous sommes assignés comme principe de faire la promotion du patriotisme et puis soutenir les institutions, parce que les institutions sont sacrées. Alors, nous nous rendons compte que beaucoup de nos compatriotes ne font pas trop confiance aux institutions de la République, alors que les animateurs passent, mais les institutions restent. Sauf que chez nous, les animateurs et les institutions ont toujours tendance à faire un. Et donc, du coup, il est très difficile de faire la part de choses entre l'institution et son animateur. Voilà pourquoi... Et donc, soutenir les institutions paraît aussi, de ce point de vue, comme une sorte de culte de la personnalité. Voilà pourquoi nous disons que les institutions restent, mais les animateurs passent. Donc, parce que nous sommes de la société civile, en fait, donc pour nous, c'est l'intérêt du peuple d'abord. Si nous trouvons que les animateurs sont en phase avec les besoins de la population, nous les soutenons. Et dans le cas contraire, ils nous croiseront sur leur chemin. Donc, nous disons que les institutions restent, parce que les animateurs sont là pour le peuple. Et puis, ces institutions viennent de notre Constitution. Donc, c'est le peuple qui a voté pour la Constitution. Et par conséquent, les institutions étant aussi dans notre Constitution, nous ne pouvons que soutenir ce qui vient de la Constitution. Donc, par conséquent, en ce qui concerne les animateurs, nous devons les dissocier des institutions. Ils les animent, oui. S'ils les font bien, d'accord. S'ils les font mal, ils nous croient sur leur chemin. En fait, ça, l'objectif principal de CARP. Cette émission est enregistrée mercredi 9 décembre 2020, alors qu'on est arrivé en pleine crise, je crois, au pic d'une crise politique et peut-être aussi institutionnelle en République démocratique du Congo. CARP ne s'est pas senti interpellé. Bien sûr, la situation politique de notre pays à ce stade interpelle tout le monde. Mais à notre niveau, comme nous voulons que les gens puissent cultiver la paix, parce que c'est le gage de tout développement. Les problèmes, là où dans une société, ne peuvent jamais manquer. Mais les capacités des hommes, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Nous ne soutenons pas les conflits ou que les gens ne convergent pas par rapport à leur position, parce que l'objectif des uns et des autres, c'est le bien-être du peuple congolais. Alors si tel est le cas, bon, nous, à notre niveau, nous disons, pourquoi ne pas parler le même langage?
Aujourd'hui, c'est vrai, on parle d'une crise, mais au-delà de tout ça, c'est la République d'abord. C'est le peuple d'abord. Les Congolais doivent d'abord se retrouver par rapport à ceux qui les dirigent. Vous voyez? Donc, nous croyons que cette crise est en train de frapper tout le monde et ça nous interpelle aussi pour voir dans quelle mesure les uns et les autres peuvent regarder dans la même direction afin que le pays aille de l'avant. C'est en fait ça notre souhait. Ok, nous allons entamer la partie rétrospective et prospective. Il y a un certain nombre d'événements que nous avons listés. C'est vrai, chacun pourra faire sa grille. Elle n'est pas exhaustive, celle-ci, mais elle donne une photographie, on va dire ça comme ça. Alors, l'année a commencé par les voyages du chef de l'État. L'année 2020, en fait, ces voyages avaient déjà commencé l'année d'avant, en 2019. Ouais. Et ils ont suscité une forme de polémique qui est devenue même sujet de positionnement politique au motif que le chef de l'État, il passe tout son temps à l'extérieur du pays, il consomme les budgets nationaux et on ne se rend pas compte de ce que cela a comme impact sur la politique interne, sur la gestion de la République. Et ça s'était invité aussi pendant un certain temps comme débat sur les plateaux de télévision, les déclarations des acteurs politiques et autres. Qu'est-ce que Carp avait eu comme lecture en son temps par rapport à cela? Bon, en fait, le président de la République, il a une vision pour la République. C'est lui, en fait, qui montre la voie à suivre. Alors, je crois qu'il ne partait pas en promenade de la santé. Depuis un certain temps, notre pays, au niveau international, à l'échiquier international, il était presque oublié. Là où on parlait de grandes questions, des fois concernant notre pays, on n'était pas représenté. Il fallait commencer par faire entendre la voix de la République. Et le président devait... Voilà même les conséquences. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la prochaine présidence de l'Union africaine, c'est notre pays. Oui. C'est vraiment un point positif. En fait, c'est par rapport à tous ces voyages-là qu'aujourd'hui, on a compris que non, la RDC a quand même quelque chose pour le continent. En fait, par rapport à ces voyages-là, la République en a bénéficié. Au niveau extérieur, nous avons vu des gens venir pour investir en RDC. On a vu des gens projeter, par exemple, le cas de la Covid. On a reçu des assistances ça et là. Donc, oui, mais c'était beaucoup plus les Américains qui ont assisté. D'ailleurs, on parlera même des Américains. Mais sinon, tout ce qui était OMS était envoyé à tous les pays du monde. Enfin, les pays qui sont dans une forme de précarité comme le nôtre. Mais oui, je ne refuse pas. Mais il y a eu quand même certains avantages par rapport aux investisseurs qui ont émis le vœu de venir investir en RDC. C'est par rapport à ce que le président leur disait. Je me rappelle une fois, le président Sarkozy, quand il prend le pouvoir en France, il dit je vais faire de tout mon mieux pour vendre la France. Il faut vendre l'image de son pays. Vous savez, très souvent, les Congolais, ils ne parlent pas en bien de leur pays. Ça, c'est un défaut. Alors, il fallait que les présidents puissent parler maintenant de la RDC. Pas qu'ils disent que non, voilà, venez visiter notre pays, expliquer aux autres les valeurs qu'il y a dans notre pays et les avantages que nous pouvons avoir les uns les autres s'ils venaient en RDC. Mais dans un contexte d'urgence, est-ce qu'il y avait une priorité pour travailler sur l'international alors qu'en interne, il y avait beaucoup de chantiers qui nécessitaient même que les chefs de l'État prennent le temps de s'asseoir, de faire les pays profonds? Bon, il y a un adage français qui dit qu'on ne se suffit pas à soi-même, hein, on a toujours besoin des autres. Donc le président avait déjà fait la lecture, il a compris que non, le problème qu'il y a en RDC, pour le résoudre, il faut l'appui des autres. C'est pour ça qu'il est parti pour solliciter cet appui-là. Donc il en avait vraiment besoin
Et aujourd'hui, je crois qu'ayant réussi à faire entendre la voix de la République à l'extérieur, là, il est en train de régler les problèmes à l'interne. Donc ça, c'est la politique qu'il avait. Donc le problème, c'est qu'il avait une vision. Il se disait, bon, je peux commencer ici, mais on ne peut pas évoluer en vase clos, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut évoluer en vase clos. On a besoin des autres, des uns des autres. Donc les pays ne pouvaient pas s'isoler. Ils pouvaient aussi attirer des partenaires pour évoluer ensemble. Hein, comme, est-ce que la RDC peut de nouveau avoir ce type d'ambition et avec quels moyens les ambitions de jouer un rôle sur la place internationale. C'est vrai, vous avez évoqué ici l'Union africaine. Bon, ce n'est que la présidence de l'Union africaine, mais ce n'est pas nécessairement un rôle, j'allais dire, hégémonique ou de leadership dans les relations internationales bilatérales entre les pays africains, avec les pays africains ou avec les autres pays du monde. Bon, je crois que d'abord, quand on parle de l'Union africaine, on va voir que nous, c'est la RDC qui a la présidence. Donc c'est déjà le nom de la RDC. Alors qu'il y avait d'autres pays peut-être qui pouvaient négliger notre pays. Mais quand ils entendent que non, ce pays-là est en train de diriger l'Union africaine, ils ouvrent les yeux, les oreilles pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce pays-là. Rappelez-vous du Rwanda. C'est peut-être quand Kagame a pris la tête de l'Union africaine que les gens commencent à s'intéresser beaucoup plus de son pays. Qu'est-ce qu'il y a chez lui? Ils sont partis, ils ont visité, ils ont vu quand même que non, il y avait des avancées. Vous voyez, au niveau national. Donc, le président étant là-bas, d'autres pays vont trouver qu'il y a de mieux en lui. Parce que je crois que, comme nous le savons, nous tous, que notre président, il est très fort en diplomatie. Vous voyez, donc à ce niveau-là, il va faire entendre la voix de la RDC. Il y a plus de 20 ans que nous ne faisons que connaître le cas de tuerie à l'Est, ça ne finit pas. Oui, mais sur l'échiquier international, c'est les vrais rendez-vous du donner et du recevoir. On connaît ces principes séculaires des relations internationales. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ouais. Et qu'est-ce que la RDC peut donner pour recevoir quoi en retour aujourd'hui? Oh, bien sûr, la RDC a beaucoup de choses à vendre. La RDC, le cobalt est déjà vendu, je crois. La RDC a beaucoup de choses à vendre. À part les cobalt, à part les minéraux, nous avons les eaux que nous pouvons aussi vendre, nous avons l'énergie que nous pouvons vendre, l'agriculture, la terre. Hein? Des fois, les gens regardent seulement ce qui est en dessous de la terre, mais la terre elle-même ici, c'est une richesse. C'est-à-dire l'agriculture. Le monde a besoin de vivre. Hein? L'Afrique a besoin de vivre. La RDC peut nourrir combien de pays d'Afrique? Oui. Donc si on développe par exemple l'agriculture ici chez nous, nos voisins ils ne vont pas aussi avoir des problèmes de famine chez eux. Ils peuvent se ravitailler à partir de la RDC. Non, elle a vraiment des choses à vendre. Notre musique par exemple, on peut aussi la vendre, notre culture. Il y a beaucoup de choses à vendre. Moi, comme je disais tout à l'heure, que Sarkozy voulait vendre la France. Et le président, je crois qu'il est dans cette logique-là, de vendre l'image de la RDC. Et je crois qu'il va y arriver avec un peu de détermination et l'accompagnement de son peuple. Je crois qu'il peut arriver à faire quelque chose au niveau du continent et dans le reste du monde. Mais qu'est-ce qu'il peut attendre maintenant en retour, ou qu'est-ce que la RDC peut attendre aujourd'hui en retour de ces contacts? Parce que finalement, on ne développe pas une nation, c'est une nation qui prend conscience et qui se développe. On peut regarder aujourd'hui dans les programmes que le pays a eu avec les institutions, par exemple de Bretton Woods, et tout ce qu'il y a eu comme bilatéraux, il y a eu pas mal d'argent qui était quand même sorti. Mais quand vous regardez ce que cela a eu comme impact sur ces pays, on se dit bien, où est-ce qu'on est là? Alors, qu'est-ce qu'on va encore aller chercher? L'argent ou quoi? Parce que l'argent, vous avez dit, ça participe aussi de la valeur que nous donnons à ce que nous avons. Oui. Aujourd'hui, il ne faut même plus déjà pour les minéraux,
il ne faut plus penser à les vendre à l'état brut, mais il faut aussi les traiter et les transformer, ce qui donnera une plus-value en termes de travail et des rentabilités. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore attendre? Bon, vous savez, comme on dit toujours dans l'armée, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le problème dans notre pays, c'est la gestion. Il n'y a pas longtemps, il y avait des problèmes ici, non, voilà, les dépassements budgétaires. Chez nous, les institutions sont budgétivores. Alors, en passant, le chef de l'État a fait remarquer dans son discours qu'on doit revoir le train de vie des institutions. Discours d'après consultation. Bien sûr, son récent discours. C'est-à-dire, on doit revoir le train de vie des institutions. Quand on reçoit l'argent, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai toujours dit que dans tous les pays qui se respectent, les premiers investisseurs, c'est d'abord l'État. Parce que l'État ne vit que de ses taxes. Il perçoit des taxes. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de secteurs de production qui feront en sorte que l'État ait aussi quelque chose en retour. Je suis en train de penser, ou j'ai toujours pensé, pourquoi dans notre pays, les Congolais n'ont pas la facilité d'accéder au crédit. Ils n'ont pas de facilité. Alors que, ça c'est moi, je me dis, la banque centrale, elle peut être une garantie. Vous allez dans une banque pour chercher un crédit, on vous demande des garanties. Mais la Banque centrale peut mettre des mécanismes pour garantir ces banques commerciales. Dernièrement, quand on parlait de dépassement du budget, de budget alloué à la présidence, à la primature et consorts. Mais comment la Banque centrale a réglé? Donc, elle a la possibilité d'équilibrer les choses, permettre aux Congolais de pouvoir s'épanouir donc, dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, plus ils produisent, plus l'État récupère. Vous voyez, mais moins ils produisent, ça ne reste que pour la consommation. Mais regardez, donc il y a un problème de gestion, il y a un problème des de gestion. opportunités à l'international. Non, d'abord à notre niveau, parce qu'on a eu beaucoup d'argent, mais après, quand on regarde, c'est allé tout droit dans les poches des gens. Ça n'a pas vraiment servi à la République. Or, s'il y avait une bonne façon de canaliser cet argent, plus dans les investissements, dans les secteurs de production, de transformation, je crois que l'État ne pouvait pas manquer de l'argent. Vous voyez? Parce que les contribuables, quand ils ne travaillent pas, quand ils ne produisent pas, comment ils vont contribuer au budget de l'État? Ouais, c'est nous qui donnons l'argent à l'État parce que nous produisons ou nous travaillons. Mais quand on ne travaille pas, on ne produit pas, comment on va contribuer au budget de notre pays? Donc c'est là le plus grand problème. Mais avec la vision du président de la République, je crois qu'il va... vous avez vu comment il a donné beaucoup d'importance à l'inspection générale des finances. C'est pour tracer toutes ces dépenses de l'État. Donc partout où il y a un franc de la République, l'inspecteur des finances doit être là pour voir qu'est-ce qu'on en a fait. Bien. Alors, au début de l'année 2020, il s'est invité aussi à une autre actualité, la nomination des mandataires publics à la GCAMI par le Premier ministre sortant, Tshibala. Ouais. Cette nomination a été critiquée parce que le Premier ministre était sortant. Et les juristes se sont invités sur les plateaux de télévision. Une fois de plus, les formations politiques ont embouché leurs trompettes. C'était bon ou c'était pas bon pour certains. Et quelle a été votre lecture de cela? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Moi, je crois que, par exemple, aujourd'hui, il y a encore un autre débat pour dire non, bon, si on nomme un informateur, il faut que le Premier ministre sortant, qui a déjà déposé sa démission, bon, je ne dis pas qu'Elon Kambala l'a déjà fait, mais au cas où il le faisait, donc l'ordonnance nommant l'informateur doit avoir aussi les contreseins. Voilà. Oui. Mais est-ce que ce Premier ministre-là, il est démissionnaire ou pas? En fait, j'ai comme l'impression que beaucoup de nos acteurs politiques, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, d'autant plus qu'il y a les principes de continuité de l'État.
avant la passation civilisée du pouvoir, il y avait déjà un président élu, n'est-ce pas? Ouais. Mais celui qui était en fonction, en principe, il expédiait déjà les affaires courantes, avant de faire la remise et reprise, avant la prestation de serment. Oui. Mais pendant ce temps-là, est-ce que ces ordonnances peuvent être acceptées, oui ou non? Non. Même s'il est intérimaire ou il expédie les affaires courantes, mais il est encore en fonction. Et en expédiant les affaires courantes, cela veut dire qu'il est en train de continuer avec l'État. Celui qui vient, il prend les choses à partir de ce niveau-là et il continue. Donc, c'était un faux débat. La preuve, c'est que les mêmes mandataires sont entrés en fonction plus d'une année après. On n'a pas changé l'ordonnance. On a gardé la même ordonnance, les mêmes mandataires, mais ils ont perdu presque une année pour entrer en fonction. Donc, perte inutile de temps. Oui, sans oublier qu'évidemment, il y a eu aussi un blocage au niveau du ministre de la tutelle et ministre du portefeuille. Et ça a pris le temps que ça a pris aussi. Oui, mais qu'est-ce qu'il avançait comme raison? Qu'est-ce qu'il avançait comme raison pour bloquer ces ordonnances? Oui, donc c'est là où je dis que, comme nous, Congolais, c'est pourquoi je me dis quelque part, le ministère de la nouvelle citoyenneté doit beaucoup travailler. Mais est-ce que ce problème-là, il est un peu illustratif de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la science au profit des intérêts politiques. Là, je parle de juristes de tous bords. Hein. Selon les cas, on peut soutenir une position en structurant des arguments qui sont puisés dans la Constitution, la pauvre Constitution, et vous trouvez aussi un argumentaire contraire qui s'inspire de la même Constitution. Malheureusement, c'est ce que nous déplorons dans notre pays. C'est là où je vous disais tout à l'heure que tout ce que les gens font tout autour, c'est pour quel but? Parce que si c'est pour l'intérêt de la République, c'est une bonne chose. Et si c'est pour l'intérêt des individus, vous voyez là où ça nous bloque. Imaginez-vous, vous et moi, nous nous battons pour l'intérêt de votre caméraman, par exemple. Les gens vont vous poser des questions. Vous voulez faire du bien à votre caméraman. L'autre veut faire du bien. Pourquoi vous vous battez? Donc vous comprenez que quelque part, il y a des anguilles sous roche. Peut-être qu'il y a des choses qui nous cachent. Et quand nous regardons, nous comprenons que c'est pour des intérêts juste partisans. Et là, ce n'est pas bien. Et surtout par rapport à ceux qui sont censés être les hommes d'État, ils sont d'office, comment je dirais, ils ne peuvent plus être partisans de n'importe quel parti politique ou quel regroupement politique. Ils deviennent les hommes d'État, c'est-à-dire c'est les intérêts de l'État qui les préoccupent d'abord. En bloquant les ordonnances du chef de l'État, qu'est-ce que le ministre attendait en conséquence? Mais je crois que déjà à l'époque, c'était un peu la préfiguration de ce qui est arrivé. Il y avait un mal de vivre spécifique et particulier au sein de la coalition au pouvoir. Et c'est ce que nous regrettons. Nous regrettons parce que nous disons comment on peut rester ensemble alors que nous ne regardons pas dans la même direction. On ne va pas évoluer. Vous regardez au nord, moi je regarde au sud. Mais on va faire les surplaces. Et c'est ça, Dieu merci, le président, il a vu que l'État est en train de passer pour des futilités, les pertes de temps inutiles. Et le peuple en souffrait. C'est pourquoi il a décidé d'en mettre fin. Oui, le président était aussi indexé sous Covid-19. La pandémie est arrivée en République démocratique du Congo, comme dans le reste du monde. Le pays a dû faire face avec ses armes, mais il a fallu des mesures fortes et à ce moment-là aussi, il est ressorti une forme de suspicion mutuelle au sein de la coalition de l'époque en ce qui concerne la gestion du pouvoir. Certains considéraient que le chef de l'État, sous l'état d'urgence sanitaire, allait abuser du pouvoir qui lui revenait. D'autres considéraient qu'il y avait des manœuvres au niveau du Parlement pour
des choix du chef de l'État. Et donc, au-delà de la maladie elle-même qui était déjà assez préoccupante, il s'était aussi invité une autre crise politique sous Covid-19. En tout cas, c'est tout ce que nous voyons dans notre pays avec beaucoup de regrets. Que chaque acte posé par le chef de l'État suscite des polémiques au sein de la coalition, l'ancienne, je voulais dire. Alors, cela ne faisait pas bien à la population. Est-ce que ce n'était pas compréhensible de la part peut-être de ceux qui suspectaient les chefs de l'État d'avoir des pouvoirs extraordinaires pendant cette maladie? Oui, merci beaucoup. Je profite aussi de votre micro pour demander aux Congolais de prendre conscience parce qu'il y a déjà la deuxième vague de cette pandémie qui arrive. Apparemment, il y a un petit relâchement. Et les gens doivent comprendre que la vie, elle est sacrée, ils doivent se protéger, suivre les conseils du docteur Mouyembe, respecter la distanciation sociale, porter les masques dans un milieu public. Et la police doit aussi faire son travail. C'est comme si la police avait pris des mesures d'encadrement, mais sur terrain, on ne sent pas ça. Vous voyez, les gens se comportent comme ils veulent, et ils peuvent porter le masque. D'ailleurs, ils ne portent même, moi je n'appelle même plus ça les masques, je dis les cache-mentons. Parce qu'en principe, on appelle ça les cache-nez. Donc il faut cacher le nez et la bouche. C'est par le nez, par la bouche que la maladie se transmet. Pas par les mentons. Donc, dans un milieu public, en tout cas, les gens doivent apprendre à se protéger. En tout cas, la vie, on ne vit qu'une seule fois. Donc, quand vous mourrez seul. C'est pas bien. On n'a pas besoin qu'on puisse encore avoir beaucoup de morts dans notre pays. Et on a besoin des uns et des autres. En tout cas, respectons les règles ou les gestes barrières, selon que le docteur Mouyembe ou le ministre de la Santé ne cesse de s'époumoner pour nous rappeler le comportement que nous devons afficher face à cette pandémie. Revenons à la question concernant l'état d'urgence. Ça relevait de la compétence du chef de l'État de décréter un état d'urgence. Parce que déjà, la maladie, c'était comme une guerre. Nous étions face à une guerre. Il fallait réagir. Et pendant ce temps, ceux qui avaient peur, ou je ne sais pas, ils avaient peur de quoi? Mais pendant ce temps, le président risque de se comporter en dictateur. Non, mais si c'est les prérogatives que la Constitution lui reconnaît, on ne peut que souscrire à ça. On ne peut pas dire non, voilà, il va commencer à tuer les gens, il va commencer à voler l'argent de la République, il va commencer à nommer qui. Est-ce que c'est ce qui s'était passé? Loin de là. Alors pourquoi ils avaient peur? Alors je dis que c'est comme si les Congolais, ils se plaient dans les contradictions stériles et inutiles qui nous font perdre le temps. Oui. Et c'était un spectacle vraiment pour moi déplorable au sommet de l'État, alors qu'il y a un cadre interinstitutionnel où les animateurs des institutions peuvent se retrouver quand il y a des problèmes. Mais j'avais comme l'impression à cette époque-là que le cadre institutionnel était devenu les médias, où chacun devait aller faire ses déclarations devant la presse concernant le comportement ou l'attitude du chef de l'État. Ce n'est pas bien. Nous devons apprendre à respecter nos autorités parce que nous croyons que le pouvoir est sacré. C'est-à-dire, quand nous mandatons ceux qui doivent nous diriger, on doit leur donner aussi le temps de pouvoir s'exprimer et montrer de quoi ils sont capables. Mais la confiance n'exclut pas les contrôles non plus. Hein. Mais c'est ce que je dis aujourd'hui. Pourquoi on était en train d'en faire des problèmes à l'époque, craignant une sorte de dictature? Est-ce qu'il y avait la dictature? Mais est-ce que non. Bon, mais aujourd'hui, ça dépend de votre point de vue. Mais quand vous vous situez dans les camps du FCC, aujourd'hui, eux, certainement, ils voient que ce qu'ils avaient craint à l'époque est arrivé finalement. C'est-à-dire, ils sont dépossédés de leurs moyens, de leurs atouts politiques. Bon, nous en parlerons peut-être dans
dans la deuxième partie, donc vers la dernière partie de l'émission, parce que cette émission sera produite en 2 épisodes de 45 minutes. Alors, nous y reviendrons. Mais la question que je voulais poser par rapport à cette suspicion mutuelle qui a été ressentie sous Covid-19 ici, en RDC, est-ce que les politiciens doivent se faire confiance dans ce pays? Pour l'intérêt de la République, oui. En tout cas, pour l'intérêt de la République, je ne vois pourquoi ils ne peuvent pas se faire confiance. Parce que le mandat est bien déterminé. Le mandat est de 5 ans. Et, vous savez, les hommes passent, mais la République reste. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est eux qui ont commencé la République. Non, il y a des gens qui les ont précédés. À ce stade, nous, au niveau de CARP, comme nous voulons que les Congolais puissent cultiver d'abord les sentiments, l'amour, le patriotisme, donc la paix qui est le gage de tout développement. Ça passe par là. Parce que si je suis en bon terme avec vous, je ne peux pas vous soupçonner à mal. Si je le promets contre vous, je vais vous voir, on parle, on évolue. Oui. En tout cas, si les Congolais doivent se faire confiance mutuellement, moi je les encourage. Et je crois que ça va être une très bonne chose. Parce que nous sommes tous Congolais. Quand nous nous retrouvons en dehors de nos frontières, nous sommes tous frères. Quand des Congolais se retrouvent en France, ils sont frères. Là-bas, ils ne disent pas que non, tel de l'Est, de l'Ouest, ils sont Congolais. Alors, mais pourquoi ne pas le faire ici au Congo, n'est-ce pas? Commencer d'abord par nous supporter les uns les autres. Surtout que le mandat a une durée. Alors, donnons quand même la chance à ceux qui nous dirigent de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Alors, si on ne sait pas leur faire confiance, comment ils vont nous diriger? Ou comment ils en sont arrivés là-bas? Le fait de leur donner nos voix, c'est une marque de confiance. Je ne peux pas voter pour quelqu'un en qui je n'ai pas cru. Vous voyez? Alors, si le chef de l'État est là, c'est parce que le peuple lui a fait confiance. Si les députés sont là, parce que le peuple leur a fait confiance. Je parlais maintenant des rapports entre acteurs politiques. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire le fait que chacun a un rôle à jouer. Il doit regarder par rapport à la parcelle de son pouvoir. Parce qu'ils ont les limites dans l'exercice de leur pouvoir. Ils ne peuvent pas déborder. Je disais tout à l'heure que par rapport aux institutions, il y a un cadre interinstitutionnel. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils étaient en train de se retrouver régulièrement pour régler des questions qui concernaient peut-être des petites tensions sur des institutions? Loin de là, on n'avait même pas besoin de les savoir. Ça, c'est un spectacle vraiment très, très désolant qu'ils nous ont offert durant les 2 années passées. Alors, ce Covid-19, justement, à cause de cette interprétation ou cette suspicion mutuelle, il y a eu aussi un autre fait qui a aggravé la dégradation du climat au sein de la coalition. Parce qu'il faut avouer que, comme on va le remarquer, la politique, durant 2020, c'est beaucoup fait entre FCC Cash, une coalition au pouvoir, mais qui a eu des relations assez agitées. Et là, je parle du cas de Jean-Marc Kabound, excusez-moi, qui était en ce temps-là vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président si je me trompe. Alors, le fait qu'il soit sorti pour prendre fait et cause pour le chef de l'État, il a aussi indexé ses collègues d'avoir, je crois que c'était les moyens, une histoire d'argent. L'argent qui serait sorti sans justification, ainsi de suite. Et Jean-Marc Kabound a reçu le retour de la manivelle. Décision a été prise de les démettre de ses fonctions des premiers vice-présidents. Et ça a allumé le feu pendant un certain temps chez nous ici. Et le CARP a suivi ça. Bien sûr, nous, comme je vous le disais tantôt, que CARP, nous sommes de la société civile. Donc, nous suivons l'évolution de la situation politique de notre pays.
parce que nous voulons que le peuple se retrouve. Et c'est ça même le leitmotiv de notre regroupement. En fait, si le président du Sénat ou la présidente de l'Assemblée nationale n'avait pas fait de déclaration, Jean-Marc Abound ne pouvait pas aussi réagir. Tout est parti de là. Parce que je suivis l'intervention du président Alexis Thambwe Mwamba sur les antennes locales, où il disait que le président avait violé la Constitution en décrétant cet état d'urgence. Alors il fallait que Jean-Marc Abound revienne pour démentir. Parce que n'oubliez pas que le chef de l'État il est issu du même parti que Jean-Marc Abound. Alors Jean-Marc Abound a trouvé que son chef est en train d'être vilipendé, il ne pouvait que réagir. Bon, peut-être qu'il est allé loin pour parler des problèmes d'argent, parce que si chez nous, les problèmes d'argent, c'est un sujet tabou. On a posé la question à la présidente Mabound de nous dire combien elle gagnait ou combien les députés gagnaient. Elle ne voulait pas en parler. Oui, c'est-à-dire, c'est des choses... Alors que les salaires ou les rémunérations doivent des être acteurs connus. publics. Oui, ça doit être... Pourquoi ils en font un sujet tabou? Quand l'argent sort pour le Congrès, parce que Jean-Marc Abound parlait du budget du Congrès, quand on organise le Congrès, il y a l'argent qui sort. Parce qu'on sous-entendait, derrière cette ordonnance, par rapport à ce qu'il qualifiait d'être une violation flagrante de notre Constitution, alors il voulait convoquer le Congrès, d'après Jean-Marc Abound, pour destituer le chef de l'État. Oui. Alors, pendant ce temps, il ne pouvait que revenir. Mais notre regret, c'était que pourquoi ne pas régler ces problèmes dans le cadre interinstitutionnel? Imaginez-vous qu'ils étaient en coalition. C'était des partenaires, en fait. Donc, ils avaient tout le temps de pouvoir se rencontrer, discuter des questions qui suscitaient des petits malentendus. Oui, ils pouvaient se mettre ensemble pour dire, mais voilà, le chef, vous avez pris votre ordonnance, mais pas au regard de notre constitution, nous trouvons que là, il fallait peut-être que le Congrès se réunisse, vous donnez le pouvoir de le faire. Et le président devait aussi donner sa version, parce que ce sont des collaborateurs. C'est des collaborateurs. Et comme ils sont allés devant le média, et Jean-Marc Abound a choisi aussi les médias. Est-ce que Jean-Marc Abound avait raison de parler du budget par rapport au Congrès, à l'organisation de ce Congrès, ou il n'avait pas raison? Personne ne nous a jamais dit combien d'argent sort pour l'organisation du Congrès. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Personne n'a jamais révélé combien d'argent sort. Aujourd'hui, nous apprenons que non, voilà, la présidente de l'Assemblée nationale, elle est en train d'être reprochée par rapport à la gestion des fonds alloués à la... Vous comprenez? Donc il y a quand même de l'argent qui sort. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ça, c'est des questions qu'il ne faut pas poser. Quand vous posez ce genre de questions, alors vous êtes l'ennemi de tout le monde, il faut vous neutraliser. Ça, ce n'est pas bien. Dans ce pays, nous sommes en droit de savoir. L'argent, notre argent, c'est notre argent que nous mettons à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils en font? Par rapport au salaire, le chef de l'État, il gagne combien? Parce que sous d'autres cieux, on sait combien gagne le chef de l'État. Et les députés, ils gagnent combien? Les sénateurs, ils gagnent combien? Mais chez nous, on n'en parle jamais. Depuis que nous avons voté pour cette constitution, jusqu'à ce jour, les députés, les sénateurs, les gouverneurs, on ne connaît pas leur salaire. Les ministres, on ne connaît pas leur salaire. Pourquoi? En tout cas, moi, je crois que cette fois-ci, ils doivent comprendre que le peuple est en droit de savoir combien il gagne. Comme ça, on va examiner les trains de vie de chacun. Parce que nous avons tous droit à la vie. Nous devons tous vivre. Nous avons tous droit à la santé, à l'éducation, à la protection, à la sécurité. Oui, sauf que ça avait coûté le poste à Jean-Marc Abound. Malheureusement, en coalition, ils ne pouvaient pas en arriver là. Peut-être arrondir leurs angles pour ne pas frustrer les uns les autres. Et Jean-Marc Abound s'étant vu blessé, regardez comment il est très motivé pour la chute du bureau Mabound. Apparemment, c'est lui qui prend les leads. Donc, quelque part, il est en train de
et régler ses comptes. Ah, c'est ce que je voulais dire, mais je me suis seulement réservé. Donc, c'est parce qu'il avait encaissé hier. Aujourd'hui, il est en train de réagir. Oui. Et en son temps, il n'y avait pas eu la bagarre. Hein. Mais aujourd'hui, Mabound et son bureau sont en train de nous faire vivre un autre spectacle au niveau de... Il faut espérer seulement que ceux qui encaissent aujourd'hui, ne vont pas se venger demain. Bon, c'est le peuple qui va régler tout ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, là, quand le peuple se retrouve dans votre action, tout ce que vous posez comme acte, le peuple vous accompagne. Mais si le peuple ne se retrouve pas dans votre action, il va vous résister. Vous voyez, ceux qui encaissent aujourd'hui, quel avait été leur comportement pendant le règne de 18 ans? Et c'est les prix qu'ils sont en train de payer aujourd'hui. Ils doivent être conscients. Vous savez, tous ces pays ici-bas, dit-on, nous ne voulons pas que le mal arrive à qui que ce soit, mais nous voulons que chacun prenne conscience. Ça, c'est pourquoi nous parlons du patriotisme. Donc, nos dirigeants doivent prendre conscience. Nous n'avons que la RDC. On n'a pas un autre pays à part le Congo. Et c'est notre patrimoine commun. Ils ne doivent pas traiter le Congo comme leur bien privé. C'est comme si nous devenons les commandeurs dans notre propre pays. Oui, mais il se pose peut-être aussi un problème d'éthique dans la pratique politique. J'ai évoqué tout à l'heure la confiance. C'est peut-être des valeurs inconnues. Mais est-ce qu'il y a une éthique dans la pratique politique dans notre pays, hier, aujourd'hui et demain? Oui, j'ai essayé de brosser le ministère de la nouvelle citoyenneté. Hein, le ministère, là, il a vraiment c'est un rôle la nouvelle à jouer. citoyenneté, mais pendant ce temps-là, il y a des acteurs politiques qui ne vont pas nécessairement être concernés par... Non, vous savez, moi, personnellement, j'ai toujours pensé à une chose. On doit apprendre à sanctionner ceux qui se mécomportent. Si tout dépendait de moi, nos élus devront voter pour une loi qui doit sanctionner les mauvais gestionnaires. Si vous gérez mal ou vous vous comportez mal pendant que vous êtes aux affaires, jusqu'à votre 4e génération, personne ne peut faire la politique. La 4e génération. 4e génération. C'est comme dans la Bible. Voilà, oui, je me suis référé à la Bible. Donc, jusqu'à la 4e génération, dans votre famille, personne ne peut faire la politique. À ce moment-là, les politiques, je crois, ils vont se mesurer, se contrôler, ne pas se comporter de n'importe quelle manière pour ne pas bloquer la route à leurs enfants, petits-fils. À leurs héritiers. À leurs héritiers, par exemple. Donc, vous savez, notre pays était caractérisé par la corruption, l'impunité. Ce sont des antivaleurs. Ce sont des antivaleurs. Dès lors que nous prenons conscience pour dire que non, fini avec la corruption, fini avec l'impunité, je crois que les gens prendront conscience. Ils prendront conscience. Voilà, merci Jules Bakatushipa. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. La suite de ces numéros, eh bien, ce sera la semaine prochaine. Au revoir et à très bientôt. Meilleurs vœux et bonne année sur Biwan TV.